Club des poètes et vive la poésie. Alors là, je viens d'arriver sur le stand des éditions Caractère, dont je connaissais l'existence puisqu'ils ont été créés il y a bien des années par donc Bruno Durocher. Alors raconte-nous un peu ça. Alors l'histoire de la maison, elle est assez intéressante. Mais déjà, qui es-tu toi ? Baptiste, je suis stagiaire aux éditions Caractère depuis 1 semaine et demie, donc j'espère bien quand même malgré tout faire l'honneur de cette maison qui a une histoire assez intéressante parce qu'elle a été fondée par un poète polonais, Bruno Durocher, qui en Pologne s'appelait Bronisław Kaliński. Donc c'est un poète qui a eu toute sa jeunesse en Pologne, qui était déjà poète polonais à l'époque, qui a connu les camps ensuite, 6 années il me semble, qui est sorti et qui s'est installé en France après et qui est devenu poète français à ce moment-là. Mais donc il est poète qui fait sa production tout en français, même s'il a édité un livre en espéranto. Mais dans la maison d'édition, il a toujours gardé ce côté international, ce dialogue des cultures, ce qui fait qu'il a rencontré très tôt des poètes étrangers qui sont devenus importants par la suite, comme Elitis, prix Nobel en 79, mais que lui avait rencontré dès 75. Et d'autres poètes. Donc là, on a réédité une anthologie de la poésie grecque, qu'on a retrouvée en préparant le marché dans nos cartons, qu'on a réédité, qui a 3 jours d'existence, puisqu'elle sort juste de l'imprimerie. Alors moi, je me souviens de Bruno Durocher, parce que donc, comme je te le disais, nous, le Club des poètes, on existe depuis très longtemps, on existe depuis 61. Et je me souviens de lui parce que on m'avait raconté que c'était quelqu'un qui vivait vraiment l'édition comme un sacerdoce, en quelque sorte, comme une mission. Et que, en fait, il faisait tout. À l'époque, d'ailleurs, je crois qu'au début, il faisait ça sur une espèce de presse à bras, enfin, où il imprimait les choses lui-même. C'est ça. C'est quelqu'un qui a cet aspect technique, manuel, ce rapport manuel à la poésie, à la littérature, d'où son envie d'écrire à la main, sous typographie. Oui, tout à fait. Et que même, je veux dire, il faisait ça avec beaucoup de désintéressement et que il était toujours un peu à la limite de la banqueroute, en quelque sorte, enfin de la faillite, parce que c'était vraiment quelque chose qu'il faisait par passion et qu'ils n'avaient pas l'occasion, bien sûr, comme c'est souvent le cas des gens qui font de la poésie, ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de pouvoir vendre, mais qui continuaient avec beaucoup de passion et d'ardeur. Alors là, je suis entré dans le stand du magazine Europe, de la revue Europe, qui est une revue très ancienne. Oui, elle a été fondée en 1923, donc elle est née en fait au lendemain de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Ouais. Et le mentor, non pas le fondateur exactement, mais en tout cas le mentor, l'inspirateur, c'était Romain Rolland, qui pendant la Première Guerre mondiale avait écrit un livre très connu qui s'appelait Au-dessus de la mêlée, et donc il s'occupait. Et il avait eu l'idée que des amis à lui fondent une revue qui s'appellerait Europe, parce qu'il avait fait un dessin en référence à la mythologie, l'enlèvement d'Europe par Zeus transformé en taureau. Il avait fait un croquis de cette scène mythologique et il avait écrit en dessous, par-dessus les haines et les orgueils des nations, être le taureau qui porte Europe. Et donc c'est ce taureau qui fend les flots. Bon. Donc c'était l'idée de créer une revue où puissent rencontrer des écrivains et collaborer des écrivains, je dirais, de différents pays, à rebours de tous les replis chauvins, nationalistes, etc. Ils avaient une idée de l'Europe qui est beaucoup plus féconde, à mon avis, que celle qui est conçue aujourd'hui, parce que déjà, elle mettait au cœur la culture, les liens culturels, et d'autre part, il disait l'Europe, ce carrefour de civilisation entre l'Orient et le Nouveau Monde. Et donc c'était en fait une Europe ouverte sur tous ses côtés, qui s'intéressait aussi à des écrivains de l'Inde, enfin d'Asie, et puis d'outre-Atlantique. Vous voyez, c'était une conception finalement très, très, très large, très ouverte de l'Europe. Et donc voilà, elle est née de cette boucherie de la Première Guerre mondiale et d'une volonté d'essayer de rassembler les peuples à travers leur culture. En tout cas de dissiper, comme je disais, les cruels malentendus qui séparent actuellement les hommes. Et pour dissiper les malentendus, eh bien, il faut travailler ensemble, échanger, publier des œuvres, traduire. La traduction des œuvres a toujours occupé une très grande place dans cette revue. Voilà. Et puis manifester le fait que
en fait, l'Europe réelle ne peut se construire qu'à travers justement la connaissance mutuelle des cultures et aussi de leurs relations les unes avec les autres. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc depuis 1923, elle a jamais cessé d'éditer. Si, elle a cessé d'éditer pendant l'occupation nazie. C'est bon signe, je dirais. Parce que tous ces animateurs sont passés dans la résistance. Ah ben c'est merveilleux, dis donc. Voilà. Ouais, parce que vous savez que le fondateur du Club des Poètes, qui est le lieu auquel je participe, était dans les maquis d'Haute-Savoie et du Vercors, Jean-Pierre Renet. Voilà. Bah, très bien. Et quel est, vous avez un regard aussi sur la poésie contemporaine Alors, la revue se présente, je dirais, de la façon suivante. Il y a 7 parutions par an. C'est des volumes qui font à peu près dans les 350, 380 pages en moyenne à chaque fois. Et il y a plusieurs choses. C'est vraiment une revue comme on l'entendait à l'ancienne. C'est pas un magazine genre Paris Match. Hein. Non. C'est une revue qui a l'aspect presque d'un livre du point de vue du format. En général, il commence par y avoir un dossier thématique, ou même parfois 2, qui peut être consacré à un auteur contemporain, français ou étranger, à un classique. Et on peut très bien faire un numéro sur Virgile ou Homère, hein, à une thématique, qui est une thématique qui a trait à la littérature, la philosophie ou quoi. Là, par exemple, il y a un numéro, je vois, qui s'appelle Poésie et chansons. Et donc, il collabore à la fois des écrivains, des poètes, mais aussi des chercheurs, des spécialistes de tel ou tel domaine. Et les équipes se renouvellent à chaque fois en fonction des sujets. Parce qu'il n'y a plus de science universelle aujourd'hui. Oui. Donc il faut quand même faire appel. Voilà. Ça peut être aussi une littérature étrangère. Je sais pas, là vous avez un numéro sur la littérature d'Iran. Ça occupe à peu près 200 pages. Sur la littérature d'Iran du 21e siècle. Ah tout à fait, fin 20e, début 21e, contemporaine. Donc Sorab Seperi, Exactement. Foros Farrokhzad. Exactement. Là, c'est le contemporain. On a pu faire des numéros sur des choses qui remontent à des périodes plus anciennes. Par exemple, on a fait récemment un numéro sur Al-Andalus, c'est-à-dire les 7 ou 8 siècles de présence musulmane en Espagne, où là, on a traduit de la poésie, de l'arabe, de différentes langues, parce que c'était un peu multiculturel et polylinguistique à ce moment-là. Donc là, on a pris une période dans le passé. Pour nous, il n'y a pas de différence, si vous voulez, parce que justement, on essaye d'articuler les temps. C'est pas parce que ça remonte à 800 ou 1000 ans que c'est vieux. Ce qui peut être vieux, c'est le regard qu'on porte sur les choses. Mais on peut toujours avoir un regard neuf, sagace, intelligent sur des choses très anciennes. Et puis, comme disait Merleau-Ponty à propos d'œuvres plastiques, mais ça vaut pour la littérature, il y a des œuvres qui, dès l'instant de leur naissance, regardaient jusqu'au fond de l'avenir. Donc voilà, elles sont peut-être d'il y a 1000 ans ou 2000 ans, mais elles regardaient jusqu'au fond de l'avenir et elles nous concernent encore. Dans ces cas-là, on ne fait pas vraiment de grosses différences entre ce qui est, disons, du patrimoine classique ou du contemporain. Après la partie dossier, il y a une partie en général, toujours, de création. Là, on publie quelques poèmes, on peut publier des nouvelles, beaucoup de choses traduites de différentes langues, un peu du monde entier. Des jeunes poètes contemporains aussi. Aussi, bien sûr. Ah bah là, dans le cas de création, sauf pour des traductions, où on peut publier des poètes décédés, mais enfin du XXe siècle, mais décédés, ou retraduire, par exemple, récemment, on a retraduit les poèmes d'Horace, vous voyez. Mais enfin, c'est quand même plutôt axé là sur le XXe siècle et à 90% quasiment sur des poètes vivants, là, pour le cas de création. Après, il y a une rubrique de chronique sur l'actualité du roman, de la poésie, des arts, du théâtre, etc. Et puis enfin, il y a une rubrique, une cinquantaine de pages, de compte-rendu, des notes de lecture, comme on dit. Voilà, donc ça se présente un peu comme ça. Est-ce qu'il y a un poème particulier que vous avez publié, que vous auriez aimé me lire ? Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? Quelque chose qui vous a touché particulièrement ? Oui, il faut que je réfléchisse. Oui, je dois pouvoir trouver quelque chose. Ah ben voilà, 263. Je vais vous lire
un poème d'un poète latino-américain qui est mort en 2008, qui était né en 1938, qui s'appelait Eugenio Montejo, voilà, en prononçant à la française, et qui a été traduit par une jeune hispaniste très brillante, qui elle est d'origine arménienne, elle s'appelle Sevana Karalekian, et je vais vous lire un poème de Eugenio Montejo, qui s'intitule « Les arbres ». Ils parlent peu, les arbres, on le sait. Ils passent leur vie entière à méditer et à bouger leurs branches. Il suffit de les regarder l'automne lorsqu'ils se rassemblent dans les parcs. Il n'y a que les plus vieux qui conversent, ceux qui partagent les nuages et les oiseaux. Mais leur voix se perd parmi les feuillages et très peu nous parvient, presque rien. Il est difficile de remplir un petit livre avec des pensées d'arbres. Tout en eux est vague, fragmentaire. Aujourd'hui, par exemple, en écoutant le cri d'un merle noir sur le chemin du retour, le cri final de celui qui n'attend plus d'été, j'ai compris qu'un arbre parlait dans sa voix, un arbre parmi tant d'autres, mais je ne sais pas quoi faire de ce cri, je ne sais pas comment le noter. Très bon. Merci beaucoup. Et dites-moi comment vous vous appelez ? Jean-Baptiste Parra. Je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur. Alors là, je suis entré dans le stand de la librairie Chan, que je connais depuis bien sûr de nombreuses années, parce que c'est une librairie de référence, une des rares librairies pour ceux qui s'intéressent à la poésie, ou même pour ceux qui veulent diffuser de la poésie, et bien, qui soit encore accueillante et ouverte à la poésie contemporaine même. Alors je voudrais que vous me parliez un peu de votre activité maintenant. Comment vous appelez-vous déjà, monsieur ? Yannick Poirier. Alors, en poésie en ce moment, bien sûr, on défend à la fois les éditeurs qu'on connaît et les poètes qui sont publiés par ces éditeurs depuis des années. Enfin, vous connaissez comme moi ces éditeurs, mais on essaie, comme on l'a toujours fait, on essaie d'être aussi attentif à de jeunes maisons, à de jeunes poètes, à des choses qui soient, comme on dit maintenant, un peu alternatives, mais pas alternatives, simplement des petites pousses naissantes. On a par exemple, si vous regardez, ça passera pas à l'antenne, mais si vous regardez au-dessus de vous, vous avez un grand kakémono, vous voyez, c'est Congre. Congre, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'est créée le 19 juin, donc le jour de l'ouverture du marché, et qui, le soir même, quand ça se terminait à 21h30 ici, a passé la nuit à la librairie à lire de la poésie. Et pour ce jour-là, pour marquer le début de leur maison d'édition, ont publié, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, ils ont publié 3 livres dans la même journée, dont j'ai les livres qui Alors sont... je suis maintenant entré dans le stand des écrits des Forges, qui est décoré par de nombreuses fleurs de lys, car ce sont des poètes québécois. C'est une grande maison d'édition, une maison de légende, et je crois bien que vous avez édité, si je ne me trompe pas, Gaston Miron chez vous. Vous avez édité Gilbert Langevin aussi chez vous, je crois, si je ne me trompe pas. Gatien Lapointe, vous savez que Gatien Lapointe, l'Ode au Saint-Laurent, vous savez que vous montrez ça, c'est quand même extraordinaire que vous montriez ça, parce qu'il faut que vous sachiez que l'Ode au Saint-Laurent, en 1967, moi j'anime un lieu qui s'appelle le Club des Poètes, qui a été créé par mon père en 61, et le premier prix du Club des Poètes a été remis à Gatien Lapointe pour l'Ode au Saint-Laurent. C'est le fondateur, un des fondateurs de... Ah voilà, des écrits. Et il était venu au Club des Poètes et on avait dit son poème. Et donc Claude Beausoleil aussi est venu au Club des Poètes. Moi je m'appelle Nora Atala, je suis une poète de la maison. Je prends la relève un peu pour... Alors dites-nous un de vos poèmes. Alors, oui. Et donc le recueil s'intitule « Mort debout », qui est comme un cri d'alerte à l'humanité pour se relever. Soudain, il y a eu quelque chose sous les gravats, un hurlement de frayeur, quelque chose d'inattendu dans les corps, une mer de noyés, mais personne n'a rien vu. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai parlé beaucoup avec les éditeurs. J'ai rencontré notamment les gens du Bois d'Orion, qui ont édité des textes sur Domal, des essais, une biographie. Du coup, j'ai beaucoup parlé avec eux. Il avait aussi un ami qui a traduit Norge, Le sourire d'Icare. Et donc, ils m'ont beaucoup parlé, c'était très sympa. J'ai parlé aussi avec les éditions. C'est un grand poète belge, je le dis pour les auditeurs. Et René Daumal, donc c'est un des animateurs du Grand Jeu. Et moi, j'ai parlé tout à l'heure, puisque tu parles de René Daumal, avec Jean-Michel Place, qui est juste derrière, là, tu vois, qui est le fondateur du marché de la poésie.
et qui est aussi un éditeur de toutes les anciennes revues du temps des surréalistes et du grand jeu. D'accord. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai offert à Timothée une édition du grand Oui. jeu, c'est lui qui l'a édité. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure aussi, je suis passé devant les éditions Ypsilon, qui avaient édité, eux, dis donc. la revue... Ah, tu me diras où c'est, ils sont très intéressants. Ouais, ils ont édité la revue d'Orfeo. Ouais, il y c'est avait ça, de Pessoa. Donc Sacarnero. ils ont fait paraître les 2 premiers numéros, c'est ça, de Pessoa et Sacarnero. Et il y a notamment des poèmes sous l'hétéronyme d'Alvaro de Campos dedans. Il y a aussi les épreuves du dernier numéro qui n'a jamais paru de cette revue-là. Donc très chouette, j'ai parlé avec elle qui m'a beaucoup conseillé Alejandra Pizarnik. Alors Alejandra Pizarnik, c'est une poétesse, si je ne me trompe pas, argentine, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et qui était complètement dépressive. C'est ce dont j'avais l'impression. Ouais. Mais il y a l'air de poèmes qui étaient Et magnifiques qui a une dedans. poésie très très sombre. Et je me demande si elle n'avait pas un rapport avec Julio Cortázar, si elle n'était pas la compagne à un moment donné de Julio Cortázar. Ça, je sais pas. Et sinon, qu'est-ce que tu as vu d'autre alors d'intéressant? Sinon, donc, j'ai vu les poèmes de Jean Berthet, dont la fille avait un stand. Et donc, elle m'a présenté un peu toutes les œuvres de son père qui sont pas du tout connues. Donc, c'est des poèmes très très drôles. C'est un ami de Jean Cocteau. C'est un ami de Jean Cocteau, oui. D'ailleurs, j'ai acheté donc les éphémérimes. Donc, ça a l'air des poèmes principalement comiques, mais avec des formes fixes. Et dedans, il y a un portrait fait par Jean Cocteau de Berthet, à mon ami Jean Berthet. Donc, on a beaucoup parlé. Elle m'a montré les poèmes de son père et c'était très chouette. Parlez-nous un poème de Alejandra Pizarnik pour nos auditeurs. Alors, ok. J'en avais vu un qui m'a beaucoup plu. Ouais. Où est-ce qu'il est? Là, on entend derrière une guitare, il y a un monsieur avec un chapeau de cow-boy qui joue de la guitare. Alors, je vais décrire un peu pendant qu'il cherche, pendant que Sorel cherche, comment c'est le marché de la poésie. C'est tout des stands donc, avec des sortes de tentes blanches et plein d'affiches de poésie, et évidemment des milliers de recueils un peu partout. Et puis là, on est assis devant la scène où tout à l'heure, j'imagine, il y aura des personnes qui diront de la poésie. Alors nous, on y a été tout au début, en fait, on était un peu des précurseurs du marché de la poésie, puisque quand ça a été créé, je crois que c'était en 83 ou en 84, eh bien, on avait un stand, et pendant plusieurs années, on a eu un stand. Mais après, on s'est arrêté d'abord parce que c'était très difficile de lire des poèmes, parce qu'il y avait toujours beaucoup de bruit autour. Quand on disait les poèmes, donc l'écoute n'était pas l'écoute que nous, on espère toujours au Club des Poètes, d'avoir cette écoute presque religieuse, comme disait mon ami Benoît Dera, des poèmes, et puis aussi parce que c'est très cher en fait d'avoir un stand, c'est une des raisons aussi. Oui, c'est très très cher. Ouais. Et là, en fait, je l'ai pris parce que j'étais tombé devant ce poème, Le Réveil, qui m'a fait penser à Pâques à New York un peu, simplement parce que ça commence comme une répétition du mot Seigneur à chaque fois au début des strophes, et ça fait Seigneur, la cage est devenue oiseau, il s'est envolé, et mon cœur est fou parce qu'il hurle à la mort et sourit derrière le vent à mes délires. Que ferais-je avec la peur? Que ferais-je avec la peur? La lumière ne danse plus dans mon sourire, ni les saisons ne brûlent des colombes dans mes idées. Mes mains se sont mises nues et sont parties là où la mort apprend à vivre aux morts. Seigneur, l'air châtie mon être. Derrière l'air, il y a des monstres qui boivent mon sang. C'est le désastre. C'est l'heure du vide non vide. C'est l'instant de mettre un verrou aux lèvres, l'entendre crier les damnés, de contempler chacun de mes noms pendus dans le néant. Seigneur, j'ai 20 ans. Mes yeux aussi ont 20 ans, et cependant ils ne disent rien. Seigneur, j'ai consumé ma vie en un instant, l'ultime innocence a éclaté. À présent, c'est jamais ou pour jamais, ou simplement ça a été. Comment ne pas me suicider face à un miroir et disparaître pour réapparaître dans la mer où un grand bateau m'attendrait, toutes les lumières allumées? Comment ne pas m'extraire les veines et en faire une échelle pour fuir de l'autre côté de la nuit? Le commencement a engendré la fin, tout va continuer de même, les sourires usés, l'intérêt intéressé, les questions de pierre en pierre, la gesticulation qui imite l'amour, tout va continuer de même. Mais mes bras s'obstinent à étreindre le monde, car on ne leur a pas encore appris qu'il était déjà trop tard. Seigneur, jette les cercueils de mon sang. Je me rappelle mon enfance lorsque j'étais une vieille. Les fleurs mouraient dans mes mains, car la danse sauvage de la joie leur détruisait le cœur. Je me rappelle les noirs matins de soleil lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire hier, c'est-à-dire il y a des siècles. Seigneur, la cage est devenue oiseau, et elle a dévoré mes espérances. Seigneur, la cage est devenue oiseau, que vais-je faire de la peur? Alors, en me promenant toujours dans les stands du marché de la poésie, je suis tombé sur un visage ami. C'est Florian Vouteff. Florian est un grand traducteur
de poésie russe. Merci. Et notamment, il a traduit Marina Tsvetaeva et Alexandre Pouchkine, Alexandre Pouchkine. Nikolai Gomilev. Alors tout ça, c'est les éditions Vibration. Tout à fait. Et Mayakovsky. Mayakovsky, je l'ai préfacé, mais ce d'accord. sont des amis, les deux traductrices. traduit. De... Et est-ce que vous avez traduit aussi, comment ça s'appelle déjà, la flûte de vertèbre? Non. Tu vois lequel je veux dire? Tout à fait, mais je n'ai jamais Non. traduit Mayakovsky. Il y a le nuage en pantalon, Voilà. d'accord. Oui. Et tu avais traduit aussi donc, cette jeune poétesse qui s'appelle Sophie Beaugarnet, illustrée par notre amie Reznik. Sacha Reznik, l'illustratrice. Voilà, Sacha Reznik. Oui, j'ai traduit aussi un grand poète classique, mais qui est toujours en vie, Alexandre Gorodnitsky. Oui, on avait fait une soirée d'ailleurs au club. Je me trompe? Non, parce qu'il n'a pas trop été traduit. Mais non, mais on avait fait une soirée avec toi. Avec Nikolai Gomilev. C'était sur qui? C'était sur Nikolai Gomilev. Ah oui, voilà, ça devait être ça. Je ne le trouve pas. Quelqu'un qui avait une vie assez extraordinaire. En fait, tu nous avais raconté ça. Absolument, il a été fusillé par les bolcheviks Ouais. en 1921, très tôt. Et c'est le premier mari de Anna Akhmatova, dont il reste dans l'ombre. Elle est bien plus traduite, lue et connue en France que lui. Ah oui, c'est ça, c'était le premier mari d'Anna Akhmatova. Oui. Et là, donc, le grand classique... Et le grand classique... Ah oui, Goumiliev. Voilà. Goumiliev, c'est ça que tu étais venu présenter au club. C'est ça. c'est ça. On a fait une soirée Poésie consacrée à Goumiliev. Alors tiens, lis-nous un poème de Goumiliev, par exemple. Lis-nous un poème qui te plaît de Goumiliev. Je vais prendre mes lunettes. Prends tes lunettes. Pendant ce temps-là, moi, je vais dire que je vois qu'il y a une traduction aussi d'un grand classique de la littérature russe, Eugène Onegin. On a une amie qui s'appelle Yarden et son compagnon qui s'appelle Mikhaï, qui nous disent parfois des passages de ce roman comme de la poésie, puisque c'est un roman écrit en vers. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que je me dis que ça doit être extrêmement compliqué de traduire ce texte de Pouchkine, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'allitération, il y a beaucoup de sonorités. Absolument. La versification représente un défi supplémentaire dans la traduction littéraire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas seulement chercher le sens, le style, mais aussi il faut faire tout rentrer dans une forme, dans un moule sonore qu'est le vers. Bien sûr. Voilà. Alors on va écouter maintenant un poème de Goumiliev. De Goumiliev, le poème « Le soir ». Je le lis directement en français. Oui. Encore un jour d'inanité, dont l'insensée beauté déferle. Viens, tranquille obscurité, vêtir mon âme tourmentée de ta chasuble tout en perles. Tu viens, et à l'instant s'enfuit tous mes chagrins, oiseau funeste. Personne, ô souveraine nuit, ne peut t'atteindre s'il poursuit de tes sandales le pas preste. Ce calme astral est ta splendeur, la lune, ta parure exquise. Mes songes retrouvent un bonheur perdu et lavé par mes pleurs. C'est ineffable, terre promise. Alors, je suis donc Françoise Mengot-Torrent. À Gaston Coutet, oui, j'expliquais que je viens de publier une édition tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle est la première qui rectifie les erreurs telles que le souhaitait Gaston Coutet de son vivant. Il est mort en 1911 à 30 ans. Et c'est trop tard pour qu'il le voie, mais peut-être on ne sait jamais qu'il est quelque part. Tu connais un poème de Coutet par cœur? Ah oui. Vas-y, dis-en. Je vais en faire un très court, mais qui traduit tellement ce que j'aime en lui, la sensibilité très contemporaine de certains hommes qui ont le courage. Un gosse qui n'a pas 7 ans pleure au sortir d'un vieux faubourg où ça sent la peine et l'amour. Et je m'arrête là longtemps, et je m'arrête là longtemps. Pleure, pleure mon petit gars, mais pourquoi pleures-tu pour rien? Mais pleure, ça me fait du bien. Pleure pour moi, qui ne peut pas. Alors ça c'est beau d'un homme. Pleure pour moi qui ne peut pas. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on lui a imposé? Est-ce que c'est son éducation? Est-ce qu'il n'y arrive plus? Mais au moins il le dit.
Il ose le dire, pleure pour moi. Les éditions Lunatiques. Alors voilà, je suis entré tout à l'heure pour dire bonjour à Fanfan, mon ami, qui a édité Lorca Écoutez. Et puis, à ma grande surprise, je suis tombé sur mon amie Charlotte Monégier. Aux éditions Lunatiques, il y a eu deux livres de poèmes. Un recueil de poésie sur les voyages, donc différents voyages que j'ai pu faire étant plus jeune. Oui, parce voilà. que tu étais très voyageuse. Exactement, j'ai été très longtemps sur les routes. Donc ce sont comme des petites fenêtres ouvertes sur différents coins du monde qui m'ont marqué. Ça va de l'Islande à l'Afrique du Sud en passant par l'Inde, le Népal, le Myanmar ou la Birmanie au choix. Voilà, toutes sortes d'endroits. Comment? Sac à dos, beaucoup, voilà. Donc je partais. Oui, souvent seule. Oui, souvent seule. Parfois avec des amis, parfois avec des amoureux. Voilà, ça dépendait. Et donc j'ai publié ce recueil après les confinements. Et ça a été une façon pour moi peut-être de me rappeler avec émotion et douceur cette période de liberté qu'on était en train de perdre, qu'on avait perdue. Voilà. Et alors il faut que tu me lises un poème extrait de son... Ah, d'accord. Je vais lire celui-ci alors. Donc, il m'a été inspiré par un marché à Rangoon, au Myanmar. S'il te faut la route pour vivre, ce n'est pas moi qui te ralentirai. S'il te faut l'espace pour respirer, pars plus haut que l'adret, vise le sommet. S'il te faut voguer au gré des autres, préfère la terre. Mais si c'est sur l'océan, mon corps est à toi. N'hésite pas trop à descendre si le train s'arrête. Il y a des paysages qui valent mieux que des visages. Et si la solitude parfois pèse un peu trop sur ton cœur, c'est que tu n'es pas allé assez loin. C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie.